Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de féminité et d'ésotérisme. Chères sorcières, bienvenue dans la nouvelle saison du podcast Partage de sorcières. Je suis Sarah Sando, alias S. Depuis 2020 et la création de 3 cercles avec ma sista Lucie Ruda, qui ne sera pas avec nous ce soir, mais on pense à elle, je m'engage pour créer des espaces de sororité et lutter à ma petite échelle contre toutes les formes de patriarcat qui ont réduit les droits des femmes, hier comme aujourd'hui. Je parle de femmes, mais il est évident que ça ne se résume pas qu'à cela, surtout aujourd'hui. Il est question ici de toutes les personnes qui se retrouvent réduites ou persécutées par le patriarcat, qui peuvent se considérer comme sorcières. Pour cet engagement et mes prises de position, je suis reconnue et me reconnais derrière le qualificatif de sorcière, justement. Ce mot qui intrigue, questionne et effraie parfois. Mais qu'est-ce que c'est être sorcière aujourd'hui ? On m'a récemment posé la question, c'était une pasteur qui m'a posé la question, et tout habile avec les mots que je suis restée muette. Parce qu'être sorcière, j'ai envie de dire, c'est juste être moi. Simplement être libre, sans avoir peur de mourir pour ça. Être sorcière, c'est être libre de penser, de posséder, de croire, d'exprimer, de rêver, d'oser, de créer, de rire, de se réunir, de questionner, d'aimer. Alors, pour cette 4e saison, chère sorcière, j'ai décidé de plonger dans le monde de l'ésotérisme et du paganisme afin d'explorer le passé et le présent des sorcières. Et pour cela, je serai accompagnée d'Anaïs Guiraud, mon acolyte autrice, des premiers temps ou quasi, saison 2, de Karen de Saba, bienvenue à toi, chère sorcière, mes 2 sœurs de Coven, et de Stéphanie Manita, qui a eu la gentillesse d'acheter la contrepartie la plus zinzin du crowdfunding du Festival des sorcières, à savoir nous accueillir dans son salon, et merci pour les popcorns, pour l'enregistrement du premier épisode de la saison 4. Premier épisode qu'on a décidé de dédier à une sorte d'introduction des différents courants ésotériques, parce qu'en fait on parle de sorcières, mais c'est peut-être intéressant au début de la saison 4 de poser les bases et de définir certains mots comme ésotérisme, comme occultisme, comme Wicca, etc. Donc on va s'atteler à ça. Du coup, on avait décidé qu'on allait partir avec la définition de l'ésotérisme, et comme je ne suis pas connectée à Internet, eh bien je ne peux pas le faire tout de suite. Dès lors, je vais meubler pendant un petit moment. Bon, du coup, je sais pas comment je vais repartir, mais chère sorcière, sache que j'ai eu un problème de Wi-Fi et que du coup, j'ai foiré complètement intégralement mon entrée dans cette saison 4 qui, j'espère, ne donnera pas le ton de cette nouvelle saison. Donc, on va partir avec la définition de l'ésotérisme. Et c'est un grand terme qui regroupe plein de pratiques mystiques, c'est ça, Anaïs ? Alors effectivement, ésotérisme, pour revenir à la racine des mots, tu sais très bien que moi, ma petite marotte d'autrice, c'est toujours l'étymologie des mots. Donc ésotérisme, ça vient du grec ésotérikos, et ça veut dire ce qui est caché en dedans. Donc c'est un peu l'ensemble de toutes les doctrines, de toutes les spiritualités et de toutes les pratiques. Donc ça peut aussi bien recouvrir de la philosophie purement spirituelle que de ce qu'on appelle de la magie pratique. Et un peu vraiment le grand ensemble de toutes les pratiques cachées, réservées aux initiés des pratiques occultes. Voilà. Donc l'occultisme, c'est une partie de l'ésotérisme, on en parlera après, mais l'ésotérisme, c'est vraiment le grand ensemble générique de toutes les pratiques cachées, dissimulées, pour lesquelles il faut faire des recherches et s'investir. Bon, moi, j'avais vu par rapport à l'ésotérisme une définition qui ne me plaisait pas du tout, et du coup, j'avais hésité à utiliser ce mot-là. Parce que c'était la définition d'un aspect réservé uniquement aux initiés. C'est ça, normalement. Ok. Ce qui est caché en dedans, c'est-à-dire réservé aux initiés, mais pas dans le sens où on pourrait dire interdit à un certain groupe de personnes, mais en tout cas réservé à des personnes qui sont initiées, notamment à la symbolique. La symbolique est très très importante en ésotérisme, il y a énormément de symboles, ou au sens grec, donc toujours pareil, ésotérikos, et on en a déjà beaucoup parlé dans des podcasts précédents sur les sabbats, pour tout ce qui est culte à mystère de l'Antiquité. Parce qu'on va le voir notamment avec l'occultisme, c'est que on prend beaucoup des racines qui sont anciennes, qui sont antiques, de pratiques et de cultes, qui soient soit égyptiens, soit grecs, soit romains, avec un retour de ces pratiques antiques. Et c'est ces pratiques qui vont donner l'ésotérisme en tant que tel à la racine, c'est-à-dire quelque chose qui est réservé à des initiés. On a déjà parlé, pour donner un exemple précis, des mystères d'Éleusis, réservés à Déméter, où les gens en fait venaient une première fois, ils étaient initiés une première fois dans le temple et ils attendaient encore une année pour revenir. Donc une première fois c'était au mois de février
et ensuite c'était au mois de septembre, pour pouvoir finir leur initiation et dire qu'ils étaient entrés dans le culte de Déméter, les cultes à mystère. Donc l'origine de cette définition-là, elle vient de là. Mais c'est pas forcément, je pense, aujourd'hui, dans notre modernité, comme tu l'as dit, une définition à laquelle on peut strictement s'attacher. Ouais, même si d'un point de vue plutôt symbolique, en fait, l'initiation, on la vit toute parce que on va aller chercher de la matière dans des bouquins qui sont publiés avec certains mots. On va aller suivre certains comptes Instagram ou certains comptes YouTube et du coup il y a une forme d'initiation, sauf que c'est accessible à toutes les personnes aujourd'hui, toutes les personnes qui s'intéressent au monde ésotérique. C'est pour ça que moi je préfère vraiment les termes de occultisme et sciences occultes, parce que c'est la science du secret, mais du secret accessible à celui qui cherche. Ok, moi, c'est ça la définition d'occultisme. C'est pour ça. Donc moi je préfère vraiment plus cette définition-là, mais je pense que ésotérisme c'est tellement large, parce qu'alors on va retrouver vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, dans l'ésotérisme on peut aller jusqu'à introduire le spiritisme, le paranormal et la cryptozoologie, donc la science des bêtes, des créatures qui n'existent pas, qui est une véritable science par contre pour le coup, puisque c'est des études de zoologie et donc de biologie qui mènent à la cryptozoologie. Mais là, on est dans un domaine extrêmement large. Et comme je disais, il y a vraiment le côté pratique avec, par exemple, la tarologie, la numérologie, l'astrologie, la magie pratique, et puis le domaine purement... L'astrologie, aka Karen de Saba. C'est pour ça que je parle d'astrologie. Et ensuite, tout le côté... beaucoup plus spirituel, avec des courants spirituels qui peuvent être très anciens, puisqu'on fait remonter, par exemple, tous les courants gnostiques aux pratiques des cultes de Ahura Mazda de l'ancienne Perse, mais ça peut être les cultes d'Isis, les cultes à mystère antiques, etc. etc. Ouais, passionnant. L'hermétisme, Et si on enchaîne avec l'occultisme, qui était aussi dans ton spectre de recherche pour cette introduction au domaine du monde de l'obscur, moi j'avais l'impression que l'occultisme c'était une période dans laquelle il y avait le spiritisme et puis certains noms féminins un peu renommés. Alors ça, on va en parler, mais justement la place des femmes dans la période à laquelle tu fais référence, donc la grande période de l'occultisme européen, je précise, c'est le 19e siècle et c'est ce qu'on appelle la Belle Époque, donc c'est en fait la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, juste avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai que là, on a un retour de ces pratiques, de ce qu'on appelle l'étude des sciences occultes, et on a des très grands noms, mais alors plutôt masculins, malheureusement pour nous. Mais pour revenir toujours à l'étymologie, donc occultisme ou science occulte, ça vient de oculus en latin, et c'est vraiment ce qui est caché, mais pas ce qui est forcément secret. C'est-à-dire que celui qui va faire des recherches peut avoir accès à cette science dissimulée, cachée. Et donc, on va retrouver dans cette pratique du 19e siècle vraiment des mouvements qui remettent au goût du jour de manière, alors, à la fois philosophique et à la fois pratique, là aussi, les grandes pensées de l'Antiquité et notamment un espèce de syncrétisme antique égyptien qui revient très très fortement, avec des têtes d'affiche, on peut le dire aujourd'hui, des auteurs qui ont eu un succès fou, comme le fameux Pappus, de son vrai nom Gérard Ancos, qui était docteur, qui a écrit des sommes sur l'occulte, et l'ABC illustré de l'occulte qui reste aujourd'hui un must, on ne peut pas dire autrement. Des gens comme Stanislas de Guaita, comme Eliphas Lévy, Pappus, le docteur Gérard Ancos, Stanislas de Guaita, qui était un grand occultiste, mais aussi un poète qui a écrit notamment des très beaux poèmes sur l'Atlantide, dont je me sers assez souvent dans certains de mes écrits, et Eliphas Lévy, qui est aussi un grand occultiste. J'ai oublié son véritable nom, et je crois que tout le monde à peu près l'a oublié, tellement il est connu seulement par ce nom-là. Et donc ça, voilà, c'est vraiment le 19e siècle, et ça va de pair avec le retour et la création des mouvements spirites. Donc on est en pleine période de la fin de l'Empire Napoléon III. Donc par exemple, Napoléon III aux Tuileries fait tourner les tables pour parler à son oncle, histoire d'avoir... Il utilise sa petite Ouija ? Non, il fait tourner les guéridons. Donc on n'a pas de Ouija à l'époque, le Ouija c'est beaucoup plus récent, mais on utilise des guéridons à 3 pieds pour parler avec les esprits. On fait aussi de la photographie ectoplasmique, c'est très intéressant. Et on a pas mal de médiums qui sont spécialisés dans la production d'ectoplasme et dans le fait de parler avec les morts. On a très très envie de parler avec les morts pour voir s'ils nous donnent des conseils. Il y a vraiment ce côté aussi, on va rentrer dans la guerre.
dans une guerre mondiale qui va être terrible. Et il y a un peu ce côté-là où peut-être que les anciennes pratiques, les anciennes sagesses, les philosophies antiques pourraient nous donner un peu de sagesse. Malheureusement, ça va pas vraiment marcher, quoi. Et dans cette période-là, Karen de Saba, il y a un intérêt particulier pour l'astrologie? Alors moi, sur l'occultisme, je suis remontée vachement loin dans l'astrologie, parce que du coup, je suis vraiment remontée sur les débuts de l'astrologie, donc on remonte loin. L'astrologie, ça vient depuis 5000 ans avant l'ère dans laquelle on vient en Mésopotamie, sur les toutes premières traces. On en trouve aussi au 19e siècle, et même il y a eu un grand essor depuis les années 1920. Mais après, là, moi, j'ai moins retrouvé de traces sur ces périodes-là. Vraiment, là où je trouve le plus de traces, c'est vraiment en Mésopotamie, dans les années 1650, mais avant Jésus-Christ. Là, vraiment, il y avait vraiment une grosse passion pour l'astrologie, où il y avait vraiment déjà des premiers horoscopes qui étaient faits. Pas les horoscopes comme on les entend maintenant. Eux, ils étaient plutôt sur les mouvements des nuages, les mouvements des premières étoiles. Je pense qu'ils n'avaient encore pas le matos pour voir les planètes comme on peut les voir maintenant. Mais il y avait déjà sur les nuages, les étoiles, le soleil, pareil sur les naissances. Donc moi, voilà, c'est ce que j'ai trouvé par rapport aux premiers horoscopes. Ok. Ah ouais, parce que du coup, effectivement, quand on parle d'astrologie, on imagine le fait de pouvoir voir les astres. Mais enfin, si on est dans une civilisation qui n'a pas d'outils pour les mesurer, parce que c'est des mouvements qui sont quand même, particuliers, c'est un peu plus compliqué d'aller créer ton thème astral. Ah bah tu m'étonnes. Par contre, on sait que, par exemple, en Égypte antique, ils arrivaient déjà à savoir les crues du Nil grâce aux astres. Ok. Ça, ils avaient déjà leur truc, je pense par rapport à la Lune, j'imagine, si c'est la crue du Nil, mais ça, ils pouvaient déjà le savoir. Donc je pense qu'ils avaient déjà compris 2-3 trucs. Comment ? Nous, de toute façon, en Égypte, ils avaient déjà compris pas mal de trucs, on va pas se mentir. Ouais, mais voilà, franchement, ils avaient déjà pas mal de trucs qu'ils avaient pigés. Après, il y a tellement de types d'astrologie différentes aussi. Quand tu vas en Chine, au Japon, ils ont un autre type d'astrologie que la nôtre. Mais là aussi, tu remontes vraiment sur l'ancienne ère. Ouais, ok. Donc, proche de l'Antiquité. Après, ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est que très vite, on rejoint les mêmes panthéons. Le panthéon mésopotamien, le panthéon égyptien, et c'est comme tu disais, il y a des figures un peu majeures comme ça qui arrivent jusqu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le cas de vous dire que c'est l'épisode 2 en fait de notre saison dédiée à la sorcellerie, puisqu'en fait, ça nous semblait pertinent d'avoir une première revue de l'ensemble des pratiques, se mettre d'accord sur un lexique commun, et ensuite aller creuser dans les panthéons pour attribuer des figures, des archétypes, des attributs justement, et puis après on partira sur des thèmes un peu plus précis. Mais Anaïs, sur l'occultisme, tu as encore des choses à partager aux sorcières qui nous écoutent? Oui, alors moi forcément, mon grand regret, c'est l'effacement des femmes pendant cette période. Alors on est au 19e siècle, on sait que les femmes sont reléguées à l'arrière-plan pendant toute cette période-là, mais quand même il y a des figures emblématiques qui émergent, mais on va les maltraiter, on va leur donner des rôles assez mineurs, voire carrément les accuser d'être tout simplement des escrocs ou des menteurs ou des menteuses plutôt dans ce cas-là. Donc je peux citer par exemple dans ce cadre... Mais ça c'est assez incroyable parce que les nanas qui ont... Des affabulatrices, ouais, c'est ça, qui ont 3 savoirs et demi... Enfin, je veux dire, du coup, elles sont menteuses, quoi. Oui, il faut savoir que le spiritisme, ça a été inventé par les sœurs Fox aux États-Unis. C'est les premières à avoir utilisé le code un coup pour oui, 2 coups pour non quand on fait appel aux esprits. Okay. Et qui ont lancé vraiment ce mouvement qui est devenu mondial et qui a très très bien pris en Europe. Donc je parlais tout à l'heure de Napoléon III qui faisait tourner les guéridons, mais on sait que Victor Hugo était un très 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 grand spirit. Il avait eu le malheur de perdre sa fille préférée, Léopoldine, le jour de son mariage dans un terrible accident, et du coup il voulait toujours parler avec Léopoldine, il essayait vraiment toujours de retrouver son esprit. Donc voilà, on sait qu'il y avait des personnages, des personnalités qui étaient vraiment dans le spiritisme. Arthur Conan Doyle en est une autre, mais on a dit que les sœurs Fox étaient vraiment des menteuses et qu'elles avaient ensuite, après coup, expliqué, ou en tout cas avoué à demi-mot que c'était faux et que c'était organisé. Ça a été la même chose pour l'affaire des fées de Cottingley. Je vous invite
invite à regarder. Donc, deux petites jeunes filles, Frances Griffiths et, attendez, je retrouve le nom de la seconde, Elsie Wright, qui prennent des photos pas très loin du cottage de leurs parents, dans la forêt, de fées. Et cette affaire va prendre des proportions extraordinaires. Donc Arthur Conan Doyle va venir enquêter, il va écrire, donc le papa de Sherlock Holmes, il va écrire tout un bouquin sur l'affaire des fées de Cottingley. Et on va dire, non, là aussi, Elsie Wright et sa copine, elles ont menti, c'était des faux, c'était des papiers découpés qu'elles prenaient en photo. Je vous invite à aller voir les photos, vous ferez votre opinion de savoir si c'est vrai ou faux. On mettra les liens en référence de tout ce qu'on cite pour le coup. La Bible d'Anaïs Guillaume. C'est ça. On a parlé tout à l'heure des spirites qui produisaient notamment des ectoplasmes. Bien, il y en avait une à Paris qui est extrêmement connue, qui s'appelait Eva Carrière. Et elle était reconnue. Là aussi, vous pouvez voir les photographies spirites sur Internet. C'est extrêmement intéressant. Je sais qu'il existe à Paris également des moulages qui ont été faits dans la cire des ectoplasmes produits par certains médiums français et en fait d'origine polonaise, il me semble. Et donc Eva Carrière, pareil, Harry Houdini s'est acharné sur Eva Carrière pour démontrer que c'était vraiment une arnaqueuse et qu'elle avait aucun talent ni de médium ni de spirit. Voilà, donc on est vraiment dans cette ambiance. Et le pompon sur la Garonne, si j'ose utiliser cette expression de Utilise chez tous moi. les pompons sur la Garonne que tu veux. Mes amis toulousaines qui m'écoutent connaissent très très bien cette petite expression. C'est effectivement le sort qui a été fait à Elena Blavatsky. Alors Elena Blavatsky, c'est la fondatrice d'un grand mouvement et de la société de théosophie. La société théosophie ou société théosophique, c'est un mouvement spirituel et philosophique qui est plutôt sympathique puisque les trois premiers principes, je vais vous les citer, moi je les ai trouvés bien. Le but de cette société, dont le siège actuel est à Genève. Et ce qui est incroyable, on s'est dit offline juste avant l'enregistrement. Incroyable, l'autre fois je suis passée devant le centre théosophique, me dit Anaïs, et je lui dis mais moi aussi. Et on en parle ce soir, synchronicité quand il nous tient. Donc cette Elena Blavatsky qui a écrit d'ailleurs un livre qui explique les fondements de sa philosophie spirituelle de la théosophie. Donc les trois premiers principes, c'est former un noyau de fraternité universelle de l'humanité sans distinction de race, de credo, de sexe, de caste ou de couleur. Bon, c'est ça plutôt on sympa. valide. Le deuxième but, c'est encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences. On valide. Et enfin, le troisième, c'est étudier les lois inexpliquées de la nature, ainsi que les pouvoirs latents dans les hommes, dans les humains plutôt, puisque on ne fait aucune distinction. Et du coup, il y a où la blague ? Eh bien, c'est qu'on l'a taxé que c'était une espionne russe, et que du coup, en fait, elle avait créé cette société de théosophie pour maquiller, en fait, ses activités, un peu une Mata-Hari du spiritisme, j'ai envie de dire, ou de l'occulte. Voilà, donc on en est quand même là avec des figures féminines fortes, avec des femmes qui ont un pouvoir, qui ont une influence, qui arrivent à créer les Sœurs Fox. Elles ont créé un mouvement qui aujourd'hui encore existe. Tu parlais de la planche Ouija, c'est totalement inspiré des Sœurs Fox. Ouais, bien sûr. Et voilà, soit c'est des menteuses, soit c'est des affabulotrices, soit c'est des espionnes, soit c'est vraiment... On n'arrive pas à sortir les femmes de l'occulte. J'aurais peut-être un petit point tout à l'heure, un peu plus sympa avec l'alchimie, mais ça sera quand même pas énorme. Et je crois que c'est un peu pareil au niveau de la Wicca, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est un peu pareil au niveau de la Wicca, effectivement. Moi, j'ai été un petit peu creusé. La Wicca, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, sorcières, c'est la porte d'entrée quand on commence à se questionner, souvent ado, sur l'autre qui existe, les autres possibles. On va très vite aller dans la Wicca. Alors, Wicca, elle est finalement assez géniale comme spiritualité dans le sens où le fondement de base, c'est tu reçois en retour chaque action que tu fais 3 fois. Donc, fais de bonnes actions, sinon tu te prendras 3 sales trucs dans la tronche. La base est plutôt, dit comme ça, toi tu valides pas Anaïs. Bon, c'est un guide de vie où tu te dis de base tu vas pas forcément faire n'importe quoi. Enfin, en tout cas, non. Oui, non, mais la loi du triple retour, le truc c'est qu'elle elle vient pas de la Wicca, c'est un emprunt. Non mais alors, attends, parce qu'après il y a ce qui s'est passé derrière. Tu vas plus vite que la musique. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'un gars, Gerald Gardner, s'est approprié les travaux d'une femme qui s'appelle Margaret Alice Murray. Et oui, auditeur, auditrice, j'ai une référence sans bugger parce que j'ai préparé mon épisode. Tu as bien entendu. C'est incroyable. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Sarah Santo. Merci beaucoup.
Je me suis dit que c'était trop honteux. À chaque fois, je bug et je remets les trucs en référence. Je ne peux plus faire ça pour cette saison 4. Je suis prête. Non, du coup, Le Dieu des sorcières, c'est un essai de Margaret Alice Murray, qui est anthropologue, qui est... j'ai pas envie de dire... Historienne, de mémoire aussi. Historienne. Enfin, voilà, elle a participé à un nombre de fouilles en sol égyptien. Et elle a écrit un essai qui viserait à démontrer qu'il y a une déesse mère originelle et que il y a en fait une spiritualité autour de cette déesse mère depuis des temps immémoriaux et depuis les premières civilisations. Et puis en ça, elle a été rejointe plus tard par une femme dont j'ai pas le nom, mais je vous le dirai après. Ça va vachement bien préparé. Oh putain, qui a fait je vais mettre le truc là, interdit aux moins de 18 ans. Qui a écrit Le langage de la déesse, mais j'ai un blanc sur qui c'est. Marina Gimbuta. Voilà, merci beaucoup. Et donc Margaret Alice Murray, elle fait son essai, elle va chercher dans les rituels, les croyances, et puis Gerald Garner, il crée vraiment le monde de la Wicca, il publie son livre, le livre des ombres en français, il y a aussi un Witchcraft Today, il y a plusieurs bouquins comme ça, et puis c'est dans une période qui est très intéressée par le New Wave, donc on est dans les années 60, 70, en parallèle, je vous en parle après, mais il y a aussi tous les enjeux autour du satanisme, voilà, il y a vraiment un intérêt pour les choses occultes qui sont cachées, puis je pense aussi un rejet des religions monothéistes qui sont en place, puis qui sont peut-être étouffantes ou qui correspondent pas aux attentes ni à l'envie du mystère de certaines personnes. Et puis en fait, il a créé quand même une religion, enfin un courant spirituel qui est très dogmatique, qui est réservé aux initiés. Moi, j'ai essayé d'aller voir si aujourd'hui il y avait vraiment des coven Wicca qui existaient. Et parce que dans la Wicca, on doit vraiment avoir ce système d'initiation. Et puis après, on a des grades de prêtres et prêtresses jusqu'à atteindre le stade de grande prêtresse. Enfin, du coup, si vous avez vu la série Sabrina, c'est un peu sur ce type de... Ah ben voilà, Karen de Saba me montre son bras. Excusez-moi, on se partage nos tatouages pendant qu'on parle. Du coup, voilà, c'est très... Il y a beaucoup de grades comme ça. Et puis, en parallèle de lui, il s'est quand même basé sur le job de Margaret Alice Murray, et puis, sans le dire, parce que finalement, tu te bases sur le job. Nous aussi, on se base sur le job de gens, c'est pas ça problème. Mais enfin, on a la décence de citer nos rêves. Citer nos sources. Voilà, et lui, il s'est vraiment approprié le truc. On peut imaginer que là derrière, il y a aussi une personnalité qui a un ego qui est assez démesuré, et puis qui a des choses qu'on a vécues qui n'étaient pas que une ouverture au monde et un don de soi. Mais ça, je n'engage que mes mots. En parallèle, il y a Susanna Budapest qui a créé la Wicca dianique, donc une Wicca qui est beaucoup plus centrée sur la féminité. Malheureusement, Susanna Budapest, elle n'est pas traduite en français. Donc moi, qui ai de la peine à lire l'anglais, et bien du coup, c'est des livres qui sont pas accessibles. Donc à toi, maison d'édition qui écoute Partage de sorcières, n'hésite pas à traduire et publier les bouquins de Susanna Budapest. Et puis, j'aimerais dans le spectre de la Wicca citer une quatrième personne qui est Starhawk. Qui, elle, dans les années 70, et dans justement ce mouvement New Wave, inspiré de Wicca. Et surtout l'écoféminisme. Exactement, a créé les courants d'écoféminisme avec un bouquin dans quel monde voulons-nous vivre, un truc comme ça. Dans quel monde voulons-nous vivre, et surtout, je crois, Spiral Dance. Et Spiral Dance, exactement. Pour moi, le fondement plus de la doctrine spirituelle au niveau de Starhawk. L'autre était vraiment les fondements plutôt de l'écoféminisme. Ouais. Voilà. Ouais. Quel monde voulons-nous ? Quel monde voulons-nous ? Voilà. Et du coup, voilà, ce sont des personnalités qui vivent autour de la Wicca. Et du coup, j'avais très envie, parce que je ne vais pas partager plus de choses sur la Wicca. On va faire un épisode certainement dédié. Le but de ce soir, c'est vraiment de balayer un peu large. Si tu m'écoutes, sorcière, et que tu fais partie d'un Coven Wicca, dans le respect absolu de ton identité, j'aimerais vraiment discuter avec toi, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé, malgré mes recherches, de coven. Et voilà, moi, je vous dis en toute honnêteté, j'ai l'impression qu'ils n'existent pas et qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la Wicca. Mais j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire. Donc voilà, l'appel est lancé. Il me semble qu'il y en a au niveau anglo-saxon, enfin en tout cas chez nos amis anglo-saxons. Mais il y a les deux, alors j'ai mangé leur nom, mais le druide et la druidesse, elle c'est Morning Glory, et lui je ne sais plus comment il s'appelle. Ceux qui font les célébrations des solstices Stone Age ? Oui, ils en font pas mal, ouais. Même en France, je crois qu'il y en a quand même. C'est possible. Ouais. Ok, bon bah voilà, l'appel est lancé. Ce serait trop cool d'échanger avec une personne qui est dans la spiritualité Wicca pour l'épisode sur la Wicca et ses courants associés. Voilà, qu'on fera quand on sera contacté. Sinon, je voulais continuer avec le satanisme.
J'ai mes petits chouchous dans le satanisme, forcément. Alors moi, je vais commencer par des chouchous aussi. Je vais commencer par vous citer l'épisode de culture sur le satanisme. Je me disais quand est-ce qu'on va les citer. Oui, c'est clair. Mais on les cite à chaque fois, forcément, parce que leur travail est super quali. Vraiment, faudrait quand même que j'essaye d'écrire à Marie-Madeleine pour lui demander si elle veut pas faire un épisode, en fait. Ouais, ce serait trop cool. Ce serait très cool. Elle a l'air super sympa, lui aussi. Ouais. Donc voilà, je vais pas vous redire ce qu'elle dit dans cet épisode parce qu'il fait très sens. Si vous êtes intéressé par le satanisme, allez regarder l'épisode. Ce que je peux juste vous dire, c'est que le satanisme, c'est un courant spirituel des années 1950, au XXe siècle, qu'il y a un grand quiproquo autour du thème du mot de Satan, du diable, parce que nombre de nos approches du monde obscur émanent du panthéon mésopotamien qui était, lui, composé d'énormément d'anges et démons. Et on va en reparler dans l'épisode dédié justement au panthéon. Mais il y a un gros quiproquo autour du satanisme. En fait, le satanisme, quand on va regarder plus en détail ce qu'il promeut, alors il y a des nuances qui sont un petit peu trop extrêmes, mais dans l'absolu, en fait, ce qui est promu par le satanisme, c'est la liberté individuelle. Alors oui, si on part du satanisme, comme tu disais, de Aleister Crowley, il me semble. Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est lui qui a fondé les premiers mouvements satanistes et l'ordre de Thélème, mais qui n'a jamais vraiment fonctionné. Il faut savoir que Crowley, il a eu énormément de succès, mais qu'à la fin de sa vie, il est mort avec 14 shillings dans sa poche et personne. Voilà. Mais sa mère avait toujours dit qu'il était l'antéchrist, donc c'était peut-être le cas. En tout cas, dans sa Bible, qui s'appelle le livre de la loi, la Bible sataniste, effectivement, le premier principe, c'est fais ce que tu veux sera le tout de la loi. Voilà. Donc c'est un peu la volonté, et ensuite je sais qu'il y a aussi des principes différents qui sont du genre, si quelqu'un vient en gros t'emmerder, il faut lui rendre. Alors non, il faut lui dire d'arrêter, et s'il n'arrête pas, détruis-le. Voilà, donc bon, c'est peut-être parfois radical, mais vraiment il y a plusieurs courants, c'est ça le truc dans le satanisme. Donc moi j'aime assez plusieurs églises après Crowley, mais il y a aussi effectivement Anton Sandor Lavey, qui est aussi le créateur d'un mouvement sataniste assez important. Je crois que, comme tu l'as très bien dit, on diabolise les satanistes. Que c'est drôle. On diabolise des satanistes. Mais on rigole vraiment pas grand-chose. C'est jeudi soir, il est 19h, on est contente. 19h, attends, il est au moins 20h30. Il est au moins 20h01. Il est 20h01. Tu vois, bon. Et du coup, oui, je pense que c'est peut-être quelque chose qui mériterait d'être plus développé dans un épisode à part entière, parce que il y a quand même des racines entre sorcellerie et satanisme qui nous viennent de cette très chère Inquisition. Bien entendu, on nous a dit que les sorcières et les pratiquantes de la sorcellerie, forcément, elles adoraient le démon, Satan principalement, le diable, etc. On en a déjà parlé sur notre épisode sur la chasse aux sorcières, mais je pense que ces liens un peu historico-mystique, sorcellerie, satanisme, il mériterait peut-être un petit peu de... Il est ajouté à notre petite tableau Trello sorcellerie et satanisme, et on pourrait proposer à Marie-Madeleine. Elle ne connaît pas, mais on peut la contacter. Si toi, tu la connais. Je lui parle de temps en temps, je peux toujours lui faire une petite... Ça pourrait être fun, trop bien, parce qu'on va pas redire ce qui est mieux dit par d'autres. Oui, après, je sais qu'ils sont ultra pris, et ce sera peut-être difficile pour elle, mais on peut tenter. C'est ça. Ou qu'elle nous fasse un petit truc bidouillé écrit de sa main, si elle ne peut pas participer. Oui, on va voir, autrement on se débrouille. Karen de Saba, oui. T'as creusé l'hellénisme. J'ai creusé l'hellénisme. Bon, je crois qu'il va aussi y avoir après le panthéon grec dans un autre épisode, peut-être. Ouais, évidemment. Voilà, donc je ne vais pas non plus trop m'étaler. Mais du coup, religion polythéiste qui a été remis au goût du jour dans les années... Attends, j'ai tellement bien pris mes notes que je ne sais plus où c'est. Parce que moi, je suis la vieille qui a mes notes sur papier, pour info. Si vous voyez la tronche de son carnet. Si, il est très beau. Il est magnifique. Ah, ça, il est peut-être. Oui. Donc, qui a été remis au goût du jour entre les années 70 et les années 90. Mais à la base, donc, religion hellénisme, vieille religion de la Grèce antique. Alors attendez, parce que je pense que la dame à l'étymologie, à la vraie étymologie du mot hellénisme, que moi je n'ai pas. Donc on va peut-être d'abord entendre la vraie étymologie du mot. Hyper facile pour ce coup-là. Hellénisme, eh bien, ça vient du grec ancien. Hellénismos, ça vous surprend tout à fait. Qui veut dire emploi correct de la langue grecque. Parce qu'en fait, à la base, l'hellénisme, c'est pas du tout, ça ne désigne pas la religion.
Ah bon? des Hellènes, Ouais, ça j'avais entendu. imitation de la langue grecque ou des mœurs grecques. Ah, Ouais, du coup, c'est ça. du coup, c'est la religion de l'imitation des mœurs grecques. Voilà, c'est les personnes Pardon de qui rire. imitent la Ok. religion des Grecs, Ouais. des anciens. Ok. Alors voilà. en vrai, là, moi sur ce que j'ai trouvé, c'était soit religion polythéiste, soit mode de vie traditionnel qui gravite autour des dieux grecs. Ok, d'accord. Donc c'est pas forcément une religion, ça peut aussi être des gens qui reprennent un mode de vie dans lequel ils prennent les 12. Alors j'ai trouvé soit les 12 Olympiens principaux, soit les dieux des Hellènes. Donc il peut y avoir aussi tous les dieux grecs. Ça aussi, ça dépend. J'ai un peu Ok. trouvé les deux. Il y a plus souvent les 12 Olympiens que tous les dieux des Hellènes. Parce que alors, il peut y avoir soit tous les dieux des Hellènes, soit alors les dieux plus les. Je ne sais pas si je prononce comme il faut, les daimons, les. Oh là, je ne voudrais vexer personne, mais je crois que. Mes notions de grec ancien sont extrêmement anciennes, j'en ai fait 2 ans. J'ai fait T'en as fait? Donc, Voilà. Et puis il y a aussi les héros. Enfin voilà, donc ils se basent vraiment. Ils prennent les dieux en tant que tels, donc en ce qu'ils représentent, mais ils prennent aussi par rapport aux mythes. Ça compte aussi beaucoup pour eux, tout ce qui est histoire, mythes, légendes. Donc voilà, j'ai vraiment retrouvé un multipack. donc les En fait, grands c'est- héros aussi. Aussi Ouais, des c'est grands ça. héros, il y a vraiment de tout dans la religion hellénisme. Ils prennent vraiment tout. Ils vont vraiment prier les dieux anciens. Ils vont vraiment se baser sur les histoires. Il y a vraiment de tout. Quand j'ai écouté une vidéo YouTube que tu mettras Ouais. en lien, où justement la personne qui a écrit le livre que j'ai lu, tu mettras le lien. Jamais ça. De Sarah Alphak. Non, C'est le pas ça livre c'est de Antiniaus Serranil. Exactement. Ouais. Justement, qui du coup a fait une vidéo YouTube où il disait justement que il dit qu'il se base quand même beaucoup sur les Le mode de vie des Grecs antiques. je cherche les noms des Iliade. L'Iliade et l'Odyssée, le Timée, le Critias, Voilà, Platon, exactement, les Aristote, grosses, les grands textes, les en fait. grands textes en fait Ok. grecs aussi. Ouais. Après, ils font beaucoup de cultes, mais ils se basent vraiment sur le culte du foyer, plus que sur des grands cultes très instagrammables. C'est vraiment Ouais. quelque chose de très privé, très famille, Ok. très ancêtre. Ça a l'air quand même d'être une religion qui a été remise au goût du jour, mais quand même très intimiste. C'est vraiment quelque chose qui a l'air, qui est Ok. vraiment très Dans le spectre intimiste. de la famille et Exactement. des proches. Exactement. Et il y a quand même l'air d'avoir pas mal d'astrologie, mais j'ai trouvé plus d'astrologie dans la vieille version de l'hellénisme, plutôt dans la Antique. Grèce antique que dans la version nouvelle. Tu parlais tout à l'heure des instruments que les personnes n'avaient pas. Je me permets quand même de signaler l'existence de la machine denticitaire, qu'on ne comprend aujourd'hui toujours pas. Elle est visible au musée international d'archéologie d'Athènes. Si vous passez par là, allez la voir, elle est incroyable. C'est une machine remplie de rouages qui servait visiblement à Ok. prédire autant les mouvements des astres que les éclipses ou les grands événements Oui, alors j'allais dire, c'est vrai qu'ils savaient prédire les du éclipses. ciel. Ouais. Alors elle aurait été certainement créée en Grèce antique, alors je n'ai plus la date, par peut-être Apollonius de Diane, peut-être par, on a parlé de Cicéron aussi, mais c'est la Rome antique. Voilà, je n'ai plus exactement le truc, mais je vous encourage à aller voir la machine Ah, ça doit être denticitaire. incroyable, hein. On mettra C'est le lien. juste incroyable, je mettrai les liens. J'en parle parce que tout simplement je m'en sers dans mes romans de fantasy Ah, médiévale. Voilà. ok, trop chouette. Ouais, puis là justement dans la religion hellénisme de justement en Grèce antique, les médecins utilisaient les signes astrologiques. Ils avaient divisé le corps en 12 parties et ils soignaient les gens par rapport aux signes du zodiaque. Donc la Ah, tête trop c'était un signe intéressant. du zodiaque, etc. Et vraiment Ok, chaque membre, exactement. chaque partie. Exactement. Ouais. Et ils avaient déjà trouvé quelle partie était l'air, par rapport aux éléments air, terre, feu, etc. Et ils avaient déjà compris ça en Grèce antique. Comme Je quoi- pense que ça parlera à nos amis geeks qui aiment Saint Seiya notamment. Alors là, Les tu vois, chevaliers t'as parlé du d'un zodiaque, truc voilà. que moi je n'ai pas comme rêve, mais C'est parce que je suis vieille. c'est parce que t'es geek. Bon, après, le panthéon grec, c'est un panthéon qui est quand même très vivant aujourd'hui, Oui. qu'on soit
helléniste, pardon si je prononce pas correctement, ou qu'on soit sorcière avec d'autres pratiques. On pense à Hécaté, voilà, Artémis aussi. Hein, voilà, ce sont des figures et des archétypes qui sont tellement puissants qu'on a envie en fait de les utiliser dans nos pratiques. Donc trop chouette. Ben là encore, hein, si chère sorcière qui nous écoute, c'est de ta spiritualité dont on parle, n'hésite pas à nous faire un petit mot sur Insta et on pourrait complètement imaginer approfondir avec une personne dont c'est la spiritualité, le thème de l'hellénisme. Toi, j'ai vu que tu avais fait pas mal de recherches, que tu avais plutôt trouvé des éléments sur les personnes qui pratiquent et qui partagent leurs pratiques, que ça soit sur Insta ou sur YouTube, et que tu avais aussi trouvé un bouquin sur l'hellénisme. Exactement. J'ai trouvé un manuel qui est justement par le monsieur que tu as dit avant. Montinus Serralini. Exactement, qui est vraiment hyper complet. Et justement, au début du bouquin, il dit qu'il y avait très très peu d'ouvrages écrits en français. Et en fait, qu'il a fait son propre ouvrage, en fait, et il est vraiment très complet. Il y a vraiment les dieux qui sont expliqués. Alors, ils sont évidemment pas tous, mais il est hyper complet. Tu as aussi comment prier certains dieux, tu as certains rituels. Et franchement, alors moi, c'est pas du tout une religion qui m'attire spécifiquement, mais le bouquin est vraiment cool. Et franchement, est vraiment super bien fait et est très très intéressant. Donc vraiment, si ça intéresse quelqu'un, le bouquin est vraiment super complet. Alors t'as pas forcément, je pense que si tu t'intéresses vraiment au panthéon grec, c'est bien aussi d'avoir, moi je sais que je m'intéresse plus à Hécate, donc j'ai pas mal de bouquins sur elle spécifiquement, mais après, j'ai pas mal de bouquins sur les mythes, etc. Mais si tu t'intéresses vraiment à ce type de religion-là, le bouquin en soi est vraiment top. Déjà une belle introduction. Ouais. On a parlé un peu avant avec toi, Karen de Sabat, de l'astrologie au travers des courants ésotériques. Tu nous disais que l'astro, du coup, ça remonte à des temps vraiment très, très lointains. Est-ce que pour parler d'astro, tu as une autre introduction à nous faire, ou bien est-ce que tu préfères intervenir dans des sujets qu'on va aborder à partir de maintenant? Après, tu vois, j'ai plus rien trouvé. Dans tous les autres sujets que vous allez aborder, c'est nada niet. Ah ouais, incroyable. Donc les autres sujets... J'ai cherché. Et... Alors après, toi, j'ai pas forcément... Après, mes sources, c'est surtout Internet. Et j'ai peut-être pas cherché aux bons endroits, où ça se trouve, je connais pas forcément assez bien les cultures. Mais de tous les autres sujets que vous allez aborder après, eh bien... T'as rien trouvé. Je pense bien en reparler avec les panthéons, parce que notamment le panthéon maya, il est extrêmement lié à l'astrologie et l'astronomie. Ouais. J'ai souvenir de ma visite à Chichen Itza et à El Caracol, donc le temple dédié à l'étude de l'astronomie et de l'astrologie des Mayas, donc où il y avait un miroir d'eau exprès pour les prêtres pour lire le ciel nocturne dans l'eau. Oh, wow. Mais sauf erreur, ce soir, nous n'allons pas en parler. Non, on en parlera une prochaine fois. Mais je te lance une petite piste. Nous en parlerons lors du prochain épisode. Prochaine fois. Du coup, on enchaîne avec l'alchimie. L'alchimie, c'est une composante qui moi, me passionne au sein des sciences occultes. Hein. Quand on s'est attribué les épisodes, Anaïs, elle nous a poussé pour prendre l'alchimie. J'avoue. J'ai dit, si personne n'en veut, vraiment, je me dévoue, mais ça sera avec un reculons. Donc là, en étymologie, moi, j'adore, c'est ma préférée de la soirée, alchémia, en arabe. Enfin, et pour une fois, ou alkoumeia en grec ancien, qui veut donc dire art de faire fondre les métaux, et en fait, par extension, purification du cœur, parce que le principe majeur de l'alchimie, c'est la transmutation, aussi bien la transmutation des choses, des métaux, des plantes, que de l'humain en lui-même. C'est-à-dire que l'alchimie, elle a vraiment deux composantes, une composante purement de magie pratique et une composante purement spirituelle. Là encore, les sources sont très variées. On a eu un grand retour de l'alchimie au Moyen-Âge, avec une diffusion des idées principales du monde arabo-musulman par, là encore, le traitement des métaux, qui est arrivé en premier lieu à Tolède, qui était à l'époque le centre de fabrication européen de toutes les armes et de toutes les épées. Donc les façons de faire de la fabrication des métaux arabes sont arrivées par Tolède, sont ensuite remontées. Paris est devenu pendant à peu près 2 siècles, juste avant l'Inquisition, la capitale de l'alchimie.
l'alchimie, avec des grandes figures alchimiques comme Nicolas Flamel et Albert le Grand. Et ensuite, ça s'est décalé au fur et à mesure des chasses, aussi bien aux sorciers qu'aux sorcières et aux alchimistes, qui étaient considérés aussi comme des sorciers, vers l'Est. Et c'est Prague qui est devenue ensuite une grande capitale de la pratique alchimique. Donc, ouais, parce que dans l'alchimie, il y a quelque chose aussi de très... dans le regard, en tout cas, sur l'alchimie, il y a un truc un peu fantasque, un peu grotesque. Même quoi. Dénigrant. Hein. Donc c'est vraiment, on transforme le plomb en or et on a ce vieux monsieur avec sa longue barbe blanche dans son laboratoire avec son athanor et ses petites fioles en verre pour transformer soit le plomb en or, soit trouver l'élixir ultime, la pierre philosophale, donc l'élixir de longue vie. L'élixir de longue vie qui donne donc la vie éternelle. C'est pas ça l'alchimie, ça c'est vraiment ce qu'on a peint de l'alchimie. L'alchimie, c'est un côté extrêmement pratique. Pour donner un pur exemple totalement pratique et visible, les vitraux de la cathédrale de Chartres sont traités alchimiquement et leur couleur peut changer en fonction des solstices et des phases de la lune. Ah ouais? Oui. Mais par quel... Par le traitement alchimique qui a été appliqué à ces vitraux, parce que la couleur dans l'alchimie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'alchimie, c'est tout simplement la science aussi de la chaleur et du feu. Donc on retrouve les origines chez Ahura Mazda, etc. et les grands premiers, j'ose dire, monothéisme antique, aussi les cultes d'Isis. Et ensuite, on a une autre branche de l'alchimie, donc c'est la fameuse élixir de longue vie, mais ça vient pas de nulle part, ça vient de ce qu'on appelle la spagyrique. Et la spagyrique, c'est l'art de faire des teintures et des élixirs avec des plantes médicinales. Et dans le mot teinture, il y a la couleur. Et là aussi, à l'époque, on savait dire la propriété d'une teinture médicinale par le simple fait de sa couleur. Et c'était de l'alchimie pure et dure à l'époque. C'était une science alchimique qui a été mise en valeur d'ailleurs par les ouvrages de Paracelse, qui était un grand médecin. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité au-delà dans le monde plutôt ésotérique, j'ai creusé un peu l'alchimie. Et puis quand j'ai rencontré des amis que j'ai toujours aujourd'hui qui sont chimistes, je leur ai dit « Ah mais c'est génial, du coup toi dans ton cursus pour arriver jusqu'à ton master en chimie, t'as rencontré l'alchimie, du coup tu peux m'en dire un peu plus ?» Et alors on m'a regardé, m'a dit « Le quoi ?» Et je trouvais ça dingue que ce soit tellement décrédibilisé qu'en fait les études de chimie, en tout cas à Genève, elles abordent pas du tout ce thème, il est même pas présenté en fait. Ce qui est très dommage, parce que vraiment c'est un domaine qui est passionnant, alors aussi bien par les figures qui l'émaillent, donc j'ai parlé de Paracelse, on pourrait parler du fameux dieu Thoth Hermès Trismégiste, qui est vraiment une légende. Ça serait plutôt quand même, il y aurait eu un courant en fait qui aurait suivi des enseignements venus de l'Égypte antique. Parce que là aussi c'est dans le mot en fait, alchémia, alchem. Chem, c'est l'ancien nom, le véritable nom de l'Égypte. L'Égypte, c'est jamais appelé Égypte, c'est les Grecs qui l'ont baptisé à Égyptos. Mais les Égyptiens eux-mêmes n'appelaient pas l'Égypte Égypte, mais Chem. Donc c'est du pays de Chem, de la terre noire en fait, du Nil, la boue du Nil. Là aussi, on repart dans les éléments vraiment de base pour transmuter les choses vers quelque chose de plus pur, vers la lumière. Donc pas en passant par le feu. Voilà. Donc on retrouve dans le mot même vraiment toute la puissance et la complexité de la symbolique. De la symbolique alchimique. Bon, les symboles sont extrêmement variés. Je ne vais pas en parler vraiment en détail. Ça nous demanderait 4 heures de conférence. Mais par exemple, on a un épisode l'alchimie au féminin. Ah bah voilà. Donc on pourra parler de Marie l'alchimiste. Oui, on pourra parler de Marie l'alchimiste ou Marie la juive, créatrice d'à peu près tous les instruments dont on se sert aujourd'hui en chimie. Donc nos amis chimistes qui renient l'alchimie, en fait, les athanors et tout ce qui est, et notamment quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui, qui s'appelle le bain Marie. Ça a été inventé par Marie la Juive à Alexandrie, voilà, dans l'Antiquité. C'est pour ça que les hommes utilisent le micro-ondes maintenant. Ils ne veulent plus utiliser le bain-marie. Et non, la transmutation n'est plus faite de la même manière. Je crois qu'avec toi, il faut que j'ai une petite batterie portative pour te faire que je fais un musicien avec qui je travaille dans mon stage, mais je pense que ce serait bien pour toi aussi. Ah, magique. Ah, merci pour ces éléments sur l'alchimie. Moi, je me réjouis aussi de l'alchimie au féminin. Moi, j'ai été très touchée par un alchimiste absolument horrible dans un livre de Mireille Calmel qui s'appelle Le Bal des Loups. Je le mets souvent en rêve, ce bouquin. Mais voilà, J'espère te réconcilier avec les alchimistes dans le tome 3 de Thomasin, des aventures de Thomasin. J'ai fini mon premier jet hier. Ah, waouh. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le fait que toi, t'as une actu de dingue en ce moment, Anaïs. Ah bon? Oh, qu'est-ce que c'est?
C'est quoi ton actu de dingue? Tu veux pas partager ton actu de dingue? Ça n'a rien à voir avec le thème de Ça n'a rien à voir, mais en fait, j'y pense. Avec un thème futur. Ah oui, mais c'est ça. Je savais que je voulais donner un thème de supplémentaire. Ah, vas-y. Donc, effectivement, j'ai sorti il y a lundi. Donc, il y a quoi? Il y a 4 jours. La déesse brisée, mon dernier roman, qui se passe donc à la charnière entre le mésolithique et le néolithique, et qui est un roman qui parle de chamanisme, de sororité, d'esclavagisme et de violence envers les femmes. Voilà. À cette période incroyable qu'est la préhistoire. Donc, on sait, là aussi, il y a une forte relation avec l'astrologie, très certainement, l'astronomie en tout cas. Et voilà, c'est vraiment le contexte historique que j'ai choisi pour placer l'histoire de ces deux femmes qui n'ont vraiment rien à voir et qui sont dans deux mondes différents qui vont se percuter d'une manière très très violente. Ouais, incroyable bouquin. Je me réjouis. Moi, je peux pas tout lire chez toi, Anaïs, parce que je suis trop sensible et fragile. Mais je crois que celui-là, je vais quand même oser. J'ai mis des gros trigger warning en entrée, sans que je suis fatiguée. Mais il n'y a rien de... ce n'est pas décrit de manière trop détaillée. Ok. Voilà. À il y a suivre. beaucoup de suggestions. Et tu disais que tu avais... félicitations pour ta sortie, hein, à part ça, très cher. Et tu disais que tu avais une nouvelle idée d'épisode. Du coup, voilà, moi j'aimerais, je sais plus si on l'a mis, mais vraiment les déités des origines, la déesse mère, nos premières... on est d'accord. nos premières figures féminines, mystiques, et nos premières déités, très certainement. Avec, cette saison 4 va durer 5 ans. Hein, moi j'avais dit 2 ans, mais du coup tu as rallongé. Pardon, je t'ai pas entendu, j'étais dans mon monde. On parlait du culte du foyer, des ancêtres, etc. Ouais. C'est oui, aussi on va faire le culte du foyer. Moi aussi, j'ai très envie de le faire. Allez, on parlera des dieux là et des premiers ancêtres et des premiers mythes des chiens. Trop bien. Ça, c'est fascinant. Avant ça, moi, je vais vous parler un petit peu de sorcellerie dans les pays d'Afrique du Nord. J'ai malheureusement pas grand chose à vous dire parce qu'en fait il y a très peu de références sur la magie des djinns, la magie des gris-gris. Je vous en reparle un tout petit peu tout à l'heure quand j'aborde le vaudou. Sahil Artichaut a fait un épisode très intéressant que tu m'avais adressé, Anaïs, sur le thème de la magie dans les pays du Maghreb, on dira. Oui. Alors moi c'est assez rigolo parce que j'ai une partie de ma famille qui a priori fait de la sorcellerie au Maroc, mais c'est très très mal vu et c'est souvent avec des mauvaises intentions. Donc c'est pas des personnes que je peux contacter en leur disant « Hey, je m'intéresse au thème des sorcières ici en Suisse et j'ai très envie de parler avec toi parce que vraiment j'y ai pas du tout accès. » Mais il y a effectivement en marge de la spiritualité islamiste autour de l'islam qui est très présente et qui a qui guide la vie des personnes, une vraie sorcellerie. Quand toi tu utilises le terme de sorcellerie des campagnes, j'ai envie de dire une vraie sorcellerie du sable, du désert. Mais j'étais en train de me dire que c'est exactement la même chose parce ça, que dans la sorcellerie de campagne, on retrouve vraiment exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la mauvaise intention. Ouais. C'est le sortilège dans le sens vraiment de jeter un sort, faire un sort à quelqu'un, donc avec une intention mauvaise en fait. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en parallèle de ça, au Maroc, il y a une tradition qui s'appelle les Gnawa, qui est une tradition musicale absolument incroyable. Si vous connaissez pas, tapez Gnawa sur YouTube, c'est vraiment magique. Ce sont des personnes qui dansent et qui chantent et qui font des rituels. La culte Gnawa, elle est très intégrée dans le Maroc, c'est très reconnu, enfin c'est pas du tout stigmatisé. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux dans la sorcellerie et une relation assez complexe en fait au monde de l'occulte en Nord-Afrique. Alors moi je vais... Les djinns sont très 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 présents dans la culture même oui. nord-africaine et puis même orientale de manière générale. J'espère que je ne fais pas d'amalgame, mais je sais qu'il y a des grosses histoires de djinns et notamment il y en a un qui m'avait fasciné quand j'avais un petit peu cherché là-dessus. C'est un djinn qui est une mule, la mule des cimetières. Ah ouais, je l'ai pas rencontré celui-là. Et c'est assez, enfin voilà, il y a plusieurs histoires comme ça incroyables qui sont avec ces djinns. Je sais aussi qu'il y a une branche du satanisme qui est le shaitanisme. Ouais. Le shaitan, c'est le diable, ouais. Dans la religion musulmane. Donc oui, je sais qu'il y a vraiment aussi ce côté très très sombre, très très sombre. Ouais, vraiment. Ouais. Ça m'avait frappé, je crois que c'est un djinn plutôt iranien. En tout cas, ok. Ah ouais. Alors effectivement, en tout cas dans les Gnawa, tous les rituels et toutes les cérémonies qui sont faites, elles sont faites pour repousser
le mauvais œil. Une personne malade, elle va avoir une cérémonie très codifiée. Les musiciens Gnawa, ils ont des couleurs en fonction de ce qu'ils doivent, de comment ils doivent intervenir. Ils vont choisir. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de correspondance avec les rituels que nous on peut avoir en tant que sorcière aujourd'hui. Alors. Oui, je pense qu'il y a une forme d'exorcisme, de faire sortir le djinn. Maintenant, il y a une relation au djinn qui est pas tout à fait la même que celle qu'on peut avoir avec les démons. Ça se matérialise pas tout à fait. La relation est un peu différente. Mais je vais creuser le thème et je vous en reparlerai dans un épisode de manière plus approfondie lorsque j'aurai réussi à aller chercher des informations. Et puis en parallèle des Gnawa, inspiré par le Gnawa, c'est inspiré du vaudou. Et du coup, je vais vous en parler brièvement. Là encore, je pense on creusera un peu plus profondément. Mais moi, je suis très touchée en fait par la spiritualité vaudou parce que c'est ultra intéressant et c'est une spiritualité qui est totalement dénigrée, qui est pas du tout considérée. Récemment, j'étais chez Payot parce que j'avais du temps à perdre. J'aime bien y aller, c'est tellement bien rangé, si beau. Et en fait, dans la partie des religions, dans les sous-sols de Payot, au centre-ville de Genève, eh bien, il n'y a même là, pas. Ils prennent pas les auto-édités. Pardon. Ah, ils prennent pas les auto-édités. Ah ben, Nous n'irons plus. Nous n'irons plus. Ça marche. On ira juste regarder parce que c'est vraiment bien rangé. Mais c'est vraiment très bien rangé, j'avoue. C'est très très bien rangé. Parce que moi j'aime bien les lieux. D'accord. Parce qu'en fait, il y a deux autos. Et puis dire tout le long. Auto-édition. Ouais. Auto-édition. Dans les couloirs. On en reparlera avec Stéphanie Manita. Mais on en reparle juste après. Mais du coup, il y a même pas un espace qui est dédié au vaudou. Il n'y a pas de bouquin. Quand on va faire des recherches sur le vaudou sur les réseaux, on tombe sur une approche très patriarcale, très occidentalo-centrée du vaudou. Ouais, c'est vraiment très choquant. Et mon explication, ce que moi je vois là-dedans, c'est qu'en fait cette religion, c'est une religion qui est née de la réunion de plusieurs croyances, de tribus, de castes. C'est une religion qui est assez récente par rapport à l'occidental ou au panthéon dont on pouvait nommer avant, grec ou mésopotamien. C'est une religion qui a été constituée aux environs du XVIIe siècle, qu'on va retrouver dans les pays du Bénin et Togo, donc qui sont des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc si vous visualisez l'Afrique, il y a cette première petite boule. En fait, c'est le bas de la petite boule qui mène jusqu'à la pointe. Donc c'est cette partie-là, il y a le golfe de Guinée. Et en fait, dans cette partie du monde, cette partie du monde était le berceau des esclaves qui ont été ensuite ramenés aux États-Unis, au Canada, exactement, et dans les îles des Caraïbes. Donc la spiritualité vaudou, elle a été ramenée dans plusieurs pays occidentaux avec le regard du colonialisme. Et en fait, ça existe toujours aujourd'hui. Et moi, je me réjouis d'approfondir mes recherches avec des personnes qui sont pratiquantes du vaudouisme aujourd'hui, parce que c'est une religion qui est extrêmement riche. Donc il y a attendez, je vais juste pas dire de bêtises, il y a des louas, donc des entités qui se retrouvent dans des fétiches. Ces louas, ils sont célébrés lors de rites, sur des autels. C'est d'une complexité incroyable. Les personnes qui sont prêtres vaudous, je pense que c'est pas la bonne terminologie, mais qui sont sorciers vaudous, ont une connaissance de leurs rites totalement incroyable, parce que vraiment chaque objet est un symbole. Donc il y a une complexité intellectuellement parlant, je trouve ça d'un stimulant. Enfin, c'est vraiment rare, quoi. Oui, c'est vraiment une vision très différente. C'est ce que moi j'avais trouvé. Alors là, c'est le voodoo haïtien, donc on n'appelle pas les lois, mais c'est les guédés. Mais c'est les mêmes, quasiment. On retrouve les mêmes figures. Et je trouve que ces figures, elles sont hyper fortes. Voilà, on a Maman Brigitte, on a le baron Samedi, Papa Legba. On a aussi Baron Criminel. Moi, je l'adore, ce Baron Criminel. J'ai trop envie. Ces hôtels, c'est du sang, des sacrifices et des clopes et du rhum. Moi, ça me donne trop envie. Voilà. Il faut faire un petit voyage. Franchement, c'est une spiritualité qui est vraiment intéressante, et je pense qu'elle fait très peur parce qu'il y a des aspects, des symboles et des aspects qui sont des parties très noires, sont sombres, ouais, exactement. Et puis on voit ce qu'on a fait de la figure de Marie Laveau, qui est dans à peu près toutes les séries, tous les livres et tous les films où il y a trace minime d'un vampire ou d'un loup-garou. Hop, tu places Marie Laveau et c'est une figure horrible en règle générale. Sauf dans Sabrina, du coup, où elle est vraiment trop stylée. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pour le coup. Sabrina est plutôt bien. Moi, ce que je trouvais, du coup, moi j'ai fait ma recherche sur l'astrologie, parce que j'ai trouvé pas mal de trucs sur le vaudou où du coup il parlait vraiment j'ai trouvé pas mal de trucs justement où il parlait de toutes les déportations du vaudou. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que du coup sur les réseaux, le seul truc que tu trouves, c'est le houdou
qui est pour moi la version, comme tu dis, occidentalisée et commerciale et instagrammable, encore une fois, du vaudou, et qui pour moi n'a rien à voir avec ce qu'on a envie de faire comme recherche. Et c'est dommage, parce que du coup ça j'arrive jamais à dire ce mot. Invisibilise. Exactement. La vraie religion et les personnes qui font ça dans leur en vrai, quoi, enfin leur vraie religion, leur vraie patrie, et la version noire, mais qui est cette religion-là, en fait. Et puis il faut leur laisser, parce qu'au final, je pense qu'il y a de la beauté aussi dans la noirceur. Il n'y a pas que du... Ah ben complètement. Il y a vraiment la vie dans leur spiritualité. C'est pas du tout exactement. Quand tu vois justement, même. c'est il y a pas mal de danse aussi, il me semble, dans les trucs où ils sont quand même vachement colorés, ces danseurs. Il y a quand même l'air d'avoir beaucoup de vie. Donc je trouve dommage que ce soit invisibilisé, j'ai vraiment de la peine avec ce mot, par un truc hyper instagrammable, par des nanas. Oui, je suis entièrement d'accord, et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on dit aussi assez souvent dans ce podcast, c'est que la spiritualité en général, l'occulte, l'ésotérisme, tout ce que vous voulez, via les réseaux sociaux, il y a un prisme par-dessus, un filtre qui fait que ça doit être joli, coloré, éventuellement on peut mettre du dark, mais il ne faut quand même pas que ça soit trop, et il faut que ça soit vendeur, en fait. Et je trouve qu'on trouve pas mal ça via le vaudou. Et je sais que la Nouvelle-Orléans, bon, j'y ai pas mis les pieds, mais j'aimerais bien, c'est quand même la Mecque, entre guillemets, du vaudou. Et oui, quand on voit les boutiques, etc., on comprend bien que c'est quand même un business d'abord, quoi. Ah bah ça c'est clair. Et donc une appropriation culturelle de ces gens qui, effectivement, c'est une religion de personne, en fait. C'est ça, c'est une vraie spiritualité. Après, oui, on aborde souvent ce thème d'Instagram, et par exemple, nous à Trois Cercles, on a aussi arrêté la boutique et changé l'orientation de Trois Cercles, parce qu'en fait, au bout d'un moment, à force de faire en sorte que les photos soient esthétiques pour les réseaux sociaux, en fait, notre spiritualité, elle peut pas vivre derrière. Et moi, j'ai été asséché au sens littéral, mais vraiment... pendant les 2 ans où en fait l'entièreté de ma spiritualité était prise en photo pour être exposée sur les réseaux. En fait, c'est pas ok. Maintenant, chacune de nous est libre de le faire, et les filles qui nous écoutez, si vous le faites et que vous êtes dans la joie là-dedans, moi je vous juge pas du tout. Mais par contre, si vous le faites et que ça vous coûte, cassez-vous, quoi. Enfin, finalement. Oh, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit. Cassez-vous. Ne le faites pas. Faites ce que vous voulez, quoi. C'est clair. Comme on a dit notre ami Aleister Crowley, fais ce que tu veux sera le tout de la loi. Et voilà. Fais ce que oh mon Dieu, nous sommes satanistes. On peut pas trop le citer. On va être blacklisté. Votre flux RSS sur Spotify, non. Merci. C'était sympa. Merci d'avoir participé, les meufs. Non, on s'en fout. Si on fait bien un podcast, c'est bien pour pouvoir dire ce qu'on veut. On va terminer cet épisode de 58 minutes là. Je suis désolée, auditrice. J'essaie de les retenir. Elles sont terribles. C'est exactement moi en plus. Avant de vous présenter les actus de Stéphanie Manita, qui a la gentillesse de nous accueillir dans son salon avec une bonne odeur de popcorn que je me réjouis de déguster, on va parler de la lune en Verseau qui arrive très gentiment. Je vais nous faire un petit jingle. Ta-na-na-na. Il est l'heure du point astro. Alors, la nouvelle lune en Verseau du 9 février à 23h59 à Genève. Enfin heure de Paris précisément. Donc, va vous amener des réactions impulsives et excentriques. Ah putain, me concernant, ça va être hardcore. Oui, mais pour une fois, tu auras une bonne explication. Je suis désolée. Moi, j'adore pouvoir tout expliquer sur le dos de la lune. C'est vraiment, j'adore pouvoir faire ça. En fait, on est sorcière pour ça. Vraiment, c'est vraiment le seul truc qui m'intéresse. Et rétrograde, c'est pas de ma faute. Besoin de sécurité que l'on sent possible dans la liberté de penser et l'expression de soi avec un besoin de créativité. Ah, ça c'est chouette. Besoin d'interaction sociale pour se sentir émotionnellement centré, et c'est en nourrissant les ça fait longtemps qu'on parle. C'est en nourrissant les autres qu'on va se sentir nourri de nous-mêmes, et donc il est temps de s'effacer un tout petit peu au profit d'autrui. Ce que je ne compte pas faire parce que je ne sais pas le faire. Non, c'est vrai. Toi, tu peux les nourrir au sens littéral avec des Superman séries. Je vais leur jeter de la bouffe. Ah bah nickel, ça fait le job. Alors, ensuite, donc la lune, elle sera en sextile avec le nœud lunaire nord. Oui, là, je vous parle chinois, mais moi, je me comprends. Donc, il y aura une opportunité de croissance émotionnelle et spirituelle. Ce sera le temps de vous connecter à votre intuition. Il y aura potentiellement une nouvelle personne positive dans votre vie. Donc, si vous croisez des gens qui ont l'air sympas, accueillez-les.
Et la Lune sera en carré avec Uranus, peut-être un contrôle difficile de nos émotions, peut-être une petite anxiété, une petite rébellion, ça sera aussi la Lune. Ok, alors moi je vous invite, si vous habitez à Genève, rentrez chez vous et fermez la porte à clé. Ça va être la merde. Un carnage. C'est Ça quoi va encore, moi, C'est je quoi trouve. Ça va, je trouve. Ah ouais. C'est la première de l'année ou pas? Non, c'est la première. Non, c'est la année. deuxième. Pardon, deuxième. T'as les émotions happy, que tu vas être excentrique, en même temps tu vas avoir besoin des autres et tu vas les Comme faire ça, chier en pour, fait, pour du coup, te je sais pas. sentir en Moi, ça m'a l'air sécurité. normal. Bon, c'est un peu ce que je fais tout le temps. C'est vrai. Karen de Sable, chère sorcière. Cool, Faut merci vraiment lui beaucoup faire pour un ça. jingle. Non mais je vais lui faire un truc. Je vais vraiment te faire une transition, ça va Trop être bien. tellement bien. Magnifique. Et on va terminer en remerciant infiniment Stéphanie Melita merci. qui nous accueille, merci, dans son beau salon. Et du coup toi t'as pas mal d'actu aussi en ce moment, alors profite donc pour les partager avec nos sorcières. T'as lancé ton projet. Oh, t'as eu l'audace de créer le monde dans lequel tu veux vivre, je peux te dire ça, non? Oui. Ouais. Vas-y, fais-nous rêver. Oui, j'ai créé mon entreprise à l'aide de Sarah, justement, Oh, qui m'a merci de le aidé dire. à accoucher du projet. Et donc, mon entreprise s'appelle Littéralouve. Et avec Littéralouve, je vais proposer des espaces qui vont permettre de consacrer ensemble. Et donc, concrètement, ce sont des ateliers d'écriture donc en groupe, à distance ou en présence, qui vont permettre que vous choisissiez un projet d'écriture et qui pourra grandir au fil des saisons en groupe et en meute et avec mon aide qui pourra vous guider vers la réalisation de votre projet. C'est tellement cool, c'est tellement dans la lignée voilà, du coven, de la sororité et de ce qu'on essaie de créer à Trois Cercles. Depuis que vous nous écoutez, si c'est depuis le début, vous vous rendez compte que le coven s'élargit au fur et à mesure des rencontres. Et ben, typiquement Stéphanie, que je remercie encore pour son accueil, elle a permis la réalisation de cet épisode chez elle, parce que quand moi je suis responsable du financement participatif avec Lucie et Karine au Festival des Sorcières, et j'ai eu l'idée un peu con de mettre partage de sorcières en me disant ça va pas, à défaut d'être acheté, ça va faire marrer les gens, et en fait du coup Moi j'ai plongé dedans, c'est bon. Une idée con, youhou. Je me rappelle encore du message WhatsApp de Sarah. Hello, est-ce que ça te va si je nous vends? Ok. Moi, je me j'ai suis dit fait banco. vendre. Mais tu Moi, me je dis me yes suis fait to all. vendre sans le savoir. Et toi tu t'es fait vendre sans le C'est savoir. vrai. C'est C'était vrai. pas dans le contrat. Non, tu nous avais rejoint après, non, j'avoue. Du Sans coup, ton consentement. non, ça quand même pas, abuse pas. Dans la sororité, on dit. Dans la- Merci dans la sororité, enfin. Bon. Les filles, merci pour votre préparation d'épisode. On dirait pas comme ça, mais c'est plusieurs heures de travail. Ouais. Alors pas pour moi nécessairement, si aussi, mais pour Pour une fois-ci. pour une fois-ci. Pour chacune d'entre nous. Je suis vraiment très très fière d'oser faire cette saison 4 sur le thème de la sorcellerie, parce que pour moi se joue vraiment la réunification de moi. C'est assez compliqué quand même d'être sorcière, de l'assumer, d'utiliser ces mots-là, et à côté d'être manager, et à côté d'être maman. Enfin, même si on est en 2023 en Suisse et qu'on a peu de risques de mourir 2024 même. pour 2024, merci, ouais, de mourir pour qui on est, on peut quand même se faire stigmatiser. Et ben voilà, moi c'est un petit peu la saison de l'audace. Comme je vous le disais, pour le second épisode, on va partir sur les panthéons. On a identifié le grec, l'égyptien, le nordique, le celtique, le maya, le mésopotamien, l'aztèque, le slave, le shintoïste, et celui relatif à la mythologie chinoise antique. Il y en aura peut-être d'autres, mais ce sera déjà une bonne introduction. Un épisode de 3h30. Pour un épisode Alors là, de ouais. 3h30. J'avoue. Non, l'idée est vraiment de faire des petites introductions, et puis ensuite, pourquoi pas, de faire les liens entre certaines figures, mais peut-être dans un épisode suivant. Ensuite, pour la suite de cette saison, on va aborder les déesses des sorcières, la Wicca et ses courants associés, le cultisme au féminin, le chiffre 3 qu'on retrouve partout. D'ailleurs, aujourd'hui on était 4, mais dans l'absolu, on a une triade dorénavant dans Partage de sorcières, et ça c'est trop classe. La sorcellerie de campagne, l'alchimie au féminin, enfin voilà, plein de thèmes vraiment trop cool. Si tu te retrouves dans les thèmes que je viens d'annoncer, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux, c'est toujours avec grande joie qu'on ajoute une sorcière experte dans son domaine pour partager avec nous. Et puis sinon, je te dis à bientôt, chère sorcière, et merci de nous avoir écoutés.